En tant que créatif, à chaque fois que je lis un livre ou que j'écoute un podcast et qu'une nouvelle idée pop-up dans mon cerveau, je ressens instantanément cette sensation très addictive, la dopamine. Et l'autre jour, j'écoutais justement un podcast en marchant, en allant à la salle de sport, et je suis tombé sur cet épisode de Tony Robbins chez Diary of a CEO qui a vraiment retenu mon attention. The three most important skills in life now are the ones that allow you to learn more rapidly. Number one, the skill of pattern recognition. The second one is pattern utilization. And then the final skill, and this is what I'm teaching my children, is you ultimately want to become a pattern creator. Anyone who's incredibly successful in anything, they recognize there are certain patterns. And so once you create your own patterns, you bring something to the table that's never been there before, and you make something that's never been there before, your value goes through the roof. Et il y parle de l'importance cruciale d'une compétence invisible se cachant derrière le succès des génies créatifs, qu'il qualifie de compétence la plus importante dans le monde moderne. Il parle évidemment ici de créativité, qui est le thème principal de ma chaîne, mais plus précisément de pattern recognition ou de reconnaissance de pattern. La reconnaissance de pattern est une compétence invisible que possèdent tous les génies créatifs. Et elle ne se repose pas sur le talent ou sur une aptitude innée, mais c'est une compétence qui s'acquiert et qui est à l'origine de la plupart des réussites et innovations créatives. Voici le truc. La reconnaissance de pattern est une compétence créative. Et la créativité elle-même est une compétence invisible. Et les compétences invisibles sont souvent des compétences ou talents qui n'apparaissent pas sur un test d'aptitude classique, mais qui sont extrêmement utiles et précieuses dans le monde réel. Par exemple, la résolution de conflits est une compétence invisible. Et ces compétences sont souvent similaires à ce que nous appelons des soft skills. De la même manière, la reconnaissance de pattern est une compétence invisible qui se cache derrière toute démarche créative. Et même si nous reconnaissons toujours la valeur profonde de ces compétences invisibles, elles sont souvent perçues par beaucoup comme abstraites et difficiles à cerner. Et c'est pourquoi, dans cette vidéo, on va se lancer ensemble sur une approche pratique pour développer notre capacité à reconnaître les patterns afin de libérer ton plein potentiel créatif et de créer un travail de qualité unique à toi et précieux pour les personnes que tu souhaites servir. Petite parenthèse, je me permets d'interrompre cette vidéo. Si tu es un créateur ou solopreneur et que tu souhaites démarrer ta création de contenu, je te laisse checker le premier lien en description où on t'a créé plus de 14 systèmes simples pour démarrer ta création de contenu en 14 jours et débloquer ton plein potentiel créatif. C'est 100% gratuit, donc c'est le premier lien en description. Sans plus attendre, reprenons la vidéo. Parce que comme nous en avons parlé dans une de mes précédentes vidéos, la créativité est actuellement la compétence la plus recherchée, d'après le Forum économique mondial. Alors, sans plus attendre, plongeons-nous dans le vif du sujet. La reconnaissance de pattern comme but premier de la dopamine. Alors, qu'est-ce que la reconnaissance de pattern ? Eh bien, il s'agit d'un système permettant d'évaluer des informations nouvelles en établissant des connexions avec des informations plus anciennes, ce qui nous permet de faire de meilleurs choix plus rapidement. Et souvent, notre cerveau traite de manière automatique ces informations et c'est ce que nous appelons l'intuition ou l'insight. Alors pourquoi est-ce que c'est important ? Eh bien, il y a différentes raisons à cela. La première chose, ça va être la résolution de problèmes. La reconnaissance de pattern est le mécanisme automatique de notre cerveau qui cherche en permanence des solutions lointaines à des problèmes complexes en établissant des connexions. La deuxième chose, c'est que ça nous permet de produire de nouvelles idées. La reconnaissance de pattern établit un lien entre le connu et l'inconnu, entre le familier et le non familier. Et donc son rôle est d'aider le cerveau à produire de nouvelles idées qui ont de la valeur. Autrement dit, la définition même de la créativité. La troisième chose, c'est que la reconnaissance de pattern est étroitement liée à l'apprentissage. Les trois mécanismes neurologiques de l'apprentissage sont tout d'abord la reconnaissance de pattern, la construction de réseaux neuronaux et la consolidation de la mémoire. Et donc, la reconnaissance de pattern est un élément essentiel à l'acquisition de nouvelles connaissances. Maintenant, une question qu'on se pose est pourquoi est-ce que la reconnaissance de pattern est-elle si gratifiante ? Eh bien, comme nous l'avons vu, Tony Robbins décrit cette faculté comme une drogue. Et il y a une raison pour cela. La reconnaissance de pattern est la fonction première de notre système dopaminergique. Elle est profondément ancrée dans l'évolution humaine. Et on a tous vécu quelque chose de similaire lorsqu'on a un de ces aha moments où tout d'un coup, tout s'éclaire. Lorsqu'on a une nouvelle idée brillante ou que l'on voit pour la toute première fois une idée familière sous un angle nouveau. Tout soudainement fait sens. Et c'est une sensation extrêmement agréable, voire addictive.
Le but initial de la dopamine est d'instinctivement nous pousser à aller exprimer notre créativité, de chercher ces nouvelles idées qui nous permettront d'assurer notre survie, que ce soit accumuler de nouvelles ressources, emmagasiner de la connaissance ou même résoudre un problème. Et donc, on va voir ensemble 3 patterns qui te rendront plus créatif que 98% des gens. La vérité, c'est que la créativité exige que nous nous mettions dans un état d'esprit réceptif à ces nouvelles idées et ces nouveaux modèles. Nous devons nous assurer que nous remplissons les 2 critères suivants pour un apprentissage et une créativité optimale. Première chose, c'est un growth mindset ou un état d'esprit orienté croissance. Parce que sans cette prédisposition à apprendre, on ne peut pas développer la reconnaissance de patterns. Et le terme growth mindset nous vient justement en opposition de fixed mindset. Et donc, c'est un concept qui nous vient de la psychologue Carol Dweck dans son livre Mindset. Et l'idée est de vraiment pouvoir faire la différence entre une personne qui est dans un état d'esprit de growth mindset, donc de prêt à apprendre et à emmagasiner de nouvelles informations et donc de plus facilement reconnaître ses patterns, vs une personne qui a une fixed mindset et donc qui ne remet jamais en question ses croyances et ni sa capacité à évoluer et apprendre. La deuxième chose, ça va être un cadre de pensée pour plus facilement reconnaître ces patterns qui sert également de filtre de vérité ou comme un moyen de valider des nouvelles idées et schémas que nous avons identifiés. Donc aujourd'hui, on va voir justement 3 de ces patterns, 3 de ces cadres de pensée pour pouvoir développer ta créativité. Le premier pattern, ça va être le concept de saisonnalité. What took us from living in fear, from being hunter-gatherers or trying to survive every day, didn't know if we're going to survive every day, to being able to stay in one place? What pattern recognition? I was going to say the seasons, but... You got it. Really? That's it, the seasons. I figured you got it. The seasons, because before that, you could do the right thing at the wrong time and you get pain. And 3 of the 4 seasons are the wrong time. So once we figured out, oh my God, if I plant in the spring and I take care of it through the hot summer, I get this big reaping. And if I hang on to some of it to make it through the winter, I can live here. I don't have to worry. All my fear disappears. So the minute we understood seasons, it changed humanity. And by the way, there's the seasons to your life. D'après Tony Robbins, le concept de saisonnalité s'applique aussi à la vie de manière globale. Pour lui, il existe 4 saisons différentes de la vie. De 0 à 21 ans, c'est le printemps, on s'occupe de toi, tu grandis à une vitesse folle. De 22 à 41 ans, c'est l'été, c'est la période où tu testes beaucoup de choses, tu vis, tu expérimentes, tu apprends, tu construis. Ensuite, de 42 à 63 ans, c'est l'automne, donc si tu as bien planté pendant le printemps et l'été, tu peux récolter les fruits de ton travail, et donc tu as des connexions, tu connais des gens, tu es compétent, tu reconnais les patterns, et donc tu n'es plus pris au dépourvu. Et de 64 à 85, voire même jusqu'à 124 ans, c'est l'hiver. Et donc, c'est une période de transition où tu transmets, tu n'as plus rien à prouver, tu sais qui tu es. Et donc, Tony Robbins explique que, selon lui, tout est une question de pattern dans la vie. Et que le meilleur moyen d'être créatif est de reconnaître les patterns dans ce qui nous est déjà familier. Le principe de saisonnalité est utile parce qu'il nous enseigne que beaucoup de choses évoluent sous forme de cycle. Donc, plutôt que de surréagir à chaque fluctuation, nous sommes davantage préparés au pic ainsi qu'au creux de la vague. Et donc, lorsque l'on attaque un nouveau projet sous la forme de saison, on peut reconnaître les patterns et s'adapter plus rapidement. Et donc, ce qui nous permet de naviguer plus efficacement face à l'incertitude en réajustant les attentes à la réalité. Et donc, rester patient lors des phases plus lentes ou plus difficiles plutôt que de simplement paniquer ou abandonner. Et donc, la reconnaissance de pattern ne signifie pas que chaque jour ou chaque seconde de notre vie se déroule de façon prédictible, mais il signifie que les probabilités shiftent de façon cyclique. Donc, comme, par exemple, l'hiver étant généralement beaucoup plus froid, même si certains jours sont plus chauds que d'autres, cette approche s'applique parfaitement à notre projet créatif ou entrepreneurial parce qu'on ne peut pas prédire chaque jour. Mais on peut reconnaître que certaines phases ont plus de chances de se produire à certains palier certaines saisons du projet. Il va y avoir différents bénéfices de la reconnaissance de patterns et de penser en termes de saisonnalité pour son projet créatif. La première chose, c'est que ça va t'aider à identifier les patterns récurrents, tels que les pics d'enthousiasme initial, puis le plateau mi-projet, puis la phase de pré-lancement chaotique, puis le calme
post-lancement, etc. Et donc, lorsque tu nommes ces saisons, ton cerveau devient meilleur à la reconnaissance de patterns. Au lieu de te dire quelque chose ne va pas, tu veux te dire ok, je suis simplement dans la saison mi-hivernale du projet, ce qui est vraiment une interprétation très différente de la même information. Appliquer ce concept à ton propre projet créatif signifie intentionnellement définir les saisons clés. Par exemple, on va avoir la première saison qui va être une saison d'exploration où tu vas avoir beaucoup d'expérimentation et des points de data assez flous. Puis on va avoir la phase de construction où tu vas être dans une grosse phase de deep work avec peu de wins visibles extérieurs. Puis une phase de lancement avec une forte visibilité et un feedback assez chaotique. Et enfin, une phase de consolidation avec une optimisation silencieuse et une amélioration des systèmes. Si tu t'attends à ces changements de phase, tu jugeras davantage ton progrès en fonction de si tu mets en place le bon type d'action pour la saison dans laquelle tu te trouves et non pas en te demandant si chaque semaine apporte des résultats visibles exponentiels. Donc, pour un nouveau projet créatif, adopter l'angle de la saisonnalité te permet de te distinguer justement cette incertitude est une phase normale du processus plutôt que de te dire ça ne fonctionne pas, il faut que j'arrête. Et donc, par exemple, on doit naturellement s'attendre à une période de résultats extérieurs plus lents pendant une période de construction intense où on pose les fondations de son projet. Par contre, si cette même période de ralentissement, de slowdown, opère pendant une période de lancement, alors ce même signal doit être considéré comme un réel problème stratégique. Et donc, on veut également rationaliser en période de doute. On peut souvent observer que le travail créatif entrepreneurial évolue sous forme de cycle. On va avoir une explosion d'idées, puis une phase d'exécution et de focus durant laquelle rien n'a l'air de se passer et de se produire extérieurement, mais une maîtrise profonde et une intégration profonde des concepts occurrent. Et souvent, les écrivains, les scientifiques, les artistes décrivent cette période comme la saison du processus créatif, en soulignant que c'est une partie intégrante du process d'incubation créative qui mène justement aux grandes percées et innovations. Et donc, ces phases ne sont pas une preuve d'un déclin de la créativité, mais bien l'inverse. Le deuxième pattern est la pensée en premier principe. La phrase la plus dangereuse de la langue est « on a toujours fait comme ça ». La pensée en premier principe vise à questionner les croyances établies dans un domaine en revenant à la source de ces hypothèses et de les réévaluer afin d'innover ou de résoudre un problème. Et cette notion justement de pensée en premier principe nous vient d'Aristote, qui a été défini comme suit: la base première sur laquelle repose la compréhension d'une chose. Plus tard, Descartes a poussé une méthode similaire avec le doute cartésien, donc douter systématiquement de tout ce qui peut être remis en question jusqu'à ce qu'il ne reste que des vérités indéniables, puis reconstruire la connaissance à partir de là. Et la meilleure façon de comprendre la pensée fondée sur les premiers principes est d'examiner des exemples concrets illustrant comment ce concept a été utilisé par de grands innovateurs tels que Elon Musk. Et donc, commençons avec l'exemple de Musk avec la création des fusées SpaceX. Lorsque Musk a exploré l'idée d'envoyer une mission sur Mars, il a découvert que l'achat des fusées sur le marché coûterait des dizaines de millions de dollars par lancement. Et donc, ça rendait sa vision non rentable. Au lieu d'accepter les fusées sont trop chères comme donnée, il a posé une question en premier principe. De quoi est fait une fusée? Quel est le coût réel des matières premières? Et en consultant les prix des matières premières, aluminium, titane, cuivre, fibre de carbone et autres composants, il a conclu que celles-ci ne représentaient que quelques pourcents du prix, à peu près 2%. Cette analyse impliquait qu'en principe, une fusée bien moins chère était physiquement possible à condition de repenser entièrement la fabrication et l'intégration, puis réutiliser les composants majeurs. Donc, en partant de cette conclusion, Elon Musk a décidé de construire les fusées SpaceX en interne et en les concevant pour la réutilisabilité. Il est donc parvenu à réduire les coûts de lancement de façon drastique tout en restant rentable. De la même façon, il a appliqué ce même raisonnement pour le lancement de Tesla avec les batteries des véhicules électriques. Lorsque tout le marché affirmait que créer des batteries était trop cher et que le coût était aux alentours de plusieurs centaines de dollars par kilowattheure, il expliquait qu'il rejetait l'idée selon laquelle les batteries coûteraient toujours trop cher, tout simplement parce que on a toujours fait comme ça, et donc il exprimait que ce raisonnement par analogie était plutôt stupide. À la place, il a listé les constituants phares d'une batterie: aluminium, carbone, polymère, boîtier en acier, et ensuite a vérifié leur prix au comptant sur les marchés de matières premières.
Son nouveau calcul suggérait que les matières premières représentaient beaucoup moins cher que le prix annoncé par le marché. Ce qui impliquait qu'avec une ingénierie astucieuse et une fabrication à grande échelle, les coûts réels des batteries pourraient tomber bien en dessous des attentes du secteur. Avec le temps, le prix des batteries a effectivement drastiquement chuté, se rapprochant beaucoup plus des projections faites par Elon Musk plutôt que sur les calculs initiaux envisagés par le marché. Alors voyons comment utiliser la pensée par premier principe dans ton travail créatif. Du point de vue de la créativité, cela produit deux effets. Première chose, c'est qu'on recadre le problème. La deuxième chose, c'est qu'on élargit le champ des possibilités. En décomposant le problème en éléments fondamentaux, puis en recombinant ces éléments de nouvelles façons, on obtient une recombinaison créative et des connexions non évidentes que la pensée par analogie ne ferait jamais émerger. Les créatifs et scientifiques décrivent cette approche comme un bouton de reset mental qui te libère des présupposés antérieurs et qui mène à des solutions inhabituellement originales dans des domaines tels que le design produit, le copywriting, l'ingénierie, etc. Mais pour autant, la reconnaissance de pattern ne disparaît pas. Elle change juste de niveau. On continue à chercher des schémas, mais au niveau des fondamentaux. Les contraintes actuelles, les ressources disponibles, les besoins humains fondamentaux, plutôt qu'au niveau des solutions déjà existantes, ce qui tend à produire donc des insights plus robustes et transférables. Alors voici un framework pratique. Première chose, identifie et remets en question les hypothèses. Donc formule le problème en langage simple, puis liste les faits que tout le monde tient pour acquis. Les coûts, les attentes des utilisateurs, les limites techniques, les normes, etc. Et pour chacun, tu veux te demander comment est-ce que je sais que cela est vrai? Dans quelles conditions cela est-il vrai? Et est-ce que cela pourrait être faux ou seulement partiellement vrai? Ensuite, la deuxième chose, c'est que tu veux déconstruire jusqu'aux fondamentaux. Décompose le problème dans ses éléments les plus basiques, contraintes physiques ou de ressources, besoins réels des utilisateurs, objectifs fondamentaux et ensemble minimal de conditions devant être respectés. Et enfin, différentes techniques telles que par exemple les 5 pourquoi et le questionnement socratique permettent de remonter des symptômes jusqu'aux causes profondes. Et la troisième étape, c'est de reconstruire depuis la base. En partant de ces fondamentaux, imagine que tu conçois ce système à partir de zéro aujourd'hui. En ne partant uniquement que de ces vérités-là, comment est-ce que cela pourrait-il fonctionner? Combine les éléments de manière non conventionnelle en éliminant délibérément les choix hérités du passé tels que les formats, les modèles de tarification, les structures industrielles, sauf si elles répondent à une contrainte ou une objection fondamentale. Le pattern numéro 3, ce sont les connexions cross-domain. Imagine que tu sois dans un train japonais à plus de 300 km/h, plus précisément dans un Shinkansen japonais, tout en visionnant cette vidéo. Tu laisses ton regard vagabonder par la fenêtre et soudainement, tu aperçois un oiseau qui attire ton attention. Mais pas n'importe quel oiseau, un martin pêcheur. Tu pourrais penser que le train dans lequel tu es assis et cet oiseau n'ont rien en commun. Pourtant, l'ingénieur ayant conçu ce train n'était pas du même avis. Le concept initial du train présentait un problème majeur. Lorsque le train traversait un tunnel, il créait un grand boom, une espèce de fort choc sonique au moment où le train sortait du tunnel, dû à une soudaine onde de pression, et donc cela a violé les réglementations sur le bruit, perturbant les habitants à des centaines de mètres à la ronde. Et donc l'ingénieur qui a conceptué ce train, qui s'appelle Eiji Nakatsu, je ne sais pas si je le prononce bien, s'est posé une question simple. Existe-t-il quelque chose dans la nature se déplaçant de manière fluide entre deux milieux différents? Et il s'est concentré sur le martin pêcheur, un oiseau transperçant l'air et l'eau à une grande vitesse avec une aisance remarquable, et ceci sans le moindre bruit ni la moindre éclaboussure, grâce à son long bec effilé. Et en redesignant l'avant du train pour imiter le bec du martin pêcheur, l'équipe a réduit la montée en pression à l'entrée du tunnel et donc diminué considérablement le boom du tunnel et dans le même temps rendu le train nettement plus rapide tout en consommant 20% d'électricité en moins. C'est un principe très courant appelé le biomimétisme, où la technologie s'inspire directement de la nature. Et ce principe de biomimétisme est un parfait exemple de la façon dont établir des connexions entre différents domaines peut nous aider à faire de nouvelles découvertes, à innover dans notre domaine et de résoudre de nouveaux problèmes. Léonard de Vinci l'avait lui-même déclaré alors qu'il concevait un prototype qui allait plus tard inspirer les frères Wright à construire le tout premier avion. Ceux qui s'inspirent d'un modèle autre que la nature travaillent en vain.
Et donc, mon interprétation est la suivante. Ceux qui n'utilisent pas le pouvoir de la reconnaissance de pattern en établissant des connexions entre un domaine, par exemple la nature, et un autre, fournissent beaucoup plus d'efforts que nécessaire. Et pire encore, ils n'apportent jamais vraiment rien de nouveau qui soit à forte valeur ajoutée. Mais le véritable créatif, lui, il vole les idées d'un autre domaine et il les ramène à son propre domaine sous un œil innovant afin de résoudre des problèmes importants. Les gens créatifs apprennent justement à jouer aux intersections. Ils adoptent une vision plus large, leur permettant d'établir de nouvelles connexions. Et donc le but des connexions cross-domaines est justement de pouvoir jouer aux intersections entre les domaines. Alors comment se démarquer dans un monde de bruit? Pour le branding, cela est tout aussi primordial. L'avantage ultime de la reconnaissance de pattern est d'établir de nouvelles connexions entre différents domaines et c'est cela qui nous rend plus différents, plus valorisés dans notre domaine. Alors voici ce qu'est le branding à son essence. Construire quelque chose d'unique qui ne peut pas être répliqué. Et j'ai toujours été obsédé par la compréhension de pourquoi certains créateurs sont si originaux dans leur domaine, tandis que la majorité des autres se contentent de copier ce qu'ils font sans apporter quelque chose de nouveau. Quel est le secret des meilleurs créateurs pour trouver ces nouvelles idées qui finissent par révolutionner complètement leur industrie? C'est la troisième compétence à laquelle Tony Robbins fait référence, c'est devenir un créateur de patterns. Alors qu'est-ce que cela signifie? Première étape, c'est de comprendre la saison actuelle de ta marque. Comme nous l'avons vu, différentes saisons exigent différentes attentes et des stratégies différentes. On ne peut pas précipiter le processus. Si tu es dans une saison d'exploration ou une phase de construction, mais que tu suis des KPIs comme si tu étais dans une saison de lancement, tu es condamné à tomber en dessous de tes attentes et donc d'être déçu. La deuxième étape, ça va être de déconstruire les hypothèses de ta niche. Ne copie pas aveuglément ce que font les autres dans ta niche. Si tu es un solopreneur, tu as des contraintes. Tu n'as pas une grande équipe. C'est pourquoi on veut revenir au premier principe, à l'essence même de ce qu'est une marque. Donc, tu veux identifier et remettre en question les hypothèses, déconstruire jusqu'aux fondamentaux et reconstruire depuis la base. Et enfin, la troisième étape, ça va être de créer des connexions uniques. Créer de nouvelles connexions te permet de trouver de nouvelles idées qui ont de la valeur. Cela te démarque parce que personne n'a jamais abordé ton domaine de la même façon que toi. Tu arrives de cette façon à des solutions créatives, de la même façon que l'ingénieur qui étudie aussi la nature, soit le graphiste qui étudie aussi le copywriting, ou même la peinture, ou soit l'ingénieur qui étudie la musique ou l'art, ou alors soit l'entrepreneur, par exemple, qui étudie la philosophie, peu importe. Quelque chose qui est légèrement en dehors de ton domaine principal, qui te permet de trouver de nouvelles idées uniques, c'est ton positionnement unique, c'est ta propre niche. Dans mon cas, par exemple, ma vraie curiosité va être de jouer à l'intersection entre la psychologie de la créativité, le marketing et le personal branding. Ni trop abstrait, ni trop tactique. Et mon objectif est vraiment d'apporter quelque chose d'un peu différent, d'affiner mon message au fil du temps. L'idée des connexions cross-domain est de créer ton propre positionnement, de créer ta propre catégorie qui te démarque aux yeux de ton audience. Et comme on l'a vu avec la montée en puissance rapide de l'IA, être un polymathe n'est plus juste un luxe, c'est une nécessité pour rester pertinent dans le monde moderne. Et c'est ça, mon ami, la reconnaissance de pattern et la raison pour laquelle c'est devenu la compétence numéro 1 des génies créatifs. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura apporté de la valeur. Si tu es un créateur, solopreneur et que tu souhaites démarrer ton contenu, je te laisse checker le premier lien en description. C'est 14 systèmes simples pour démarrer ta création de contenu en 14 jours. Tu pourras directement avoir accès donc à tous ces systèmes-là qu'on met en place pour nos clients. Également, tu pourras rejoindre la communauté Skool gratuite où on héberge des lives hebdomadaires, des entrepreneurs inspirants chaque semaine, etc. Donc, premier lien en description. Je te laisse aller checker ça. Et si tu es d'ailleurs un solopreneur et que tu souhaites qu'on mette en place ces systèmes de contenu pour toi, je te laisse checker le deuxième lien en description pour réserver un appel avec moi-même ou un membre de notre équipe. Et en attendant, eh bien, on se dit à très vite dans la prochaine vidéo. C'était Charlie.